l'encyclopédie n'est pas au centre du programme de l'agrégation, mais ma présentation aura pour but d'exposer des aspects fondamentaux de la relation de Diderot au savoir, de sa conception de ce que c'est que penser aussi, qui pourront être utiles pour une compréhension plus large de sa philosophie. Mon sujet, comme vous le voyez, est très vaste, hein, donc je vais me borner à des éléments assez généraux, dont le but est de permettre une sorte d'introduction aux grands enjeux philosophiques de l'encyclopédie, mais qu'il faudrait bien sûr approfondir. Je fais aussi une dernière précision avant de commencer, c'est que je vais beaucoup utiliser le terme de gnoséologie, donc je l'emploie de façon assez simple. J'entends par là tout ce qui touche à la théorie de la connaissance en général, et qu'on pourrait donc distinguer de l'épistémologie qui serait la théorie de la connaissance scientifique. Donc si je parle de position gnoséologique, je parle d'une certaine manière de concevoir la connaissance. Donc on pourrait aujourd'hui être assez tenté de déplorer le temps perdu par Diderot à l'immense travail d'édition de l'encyclopédie. Même si on n'en attaque pas directement le principe en lui-même, hein, qui est noble, il faut des encyclopédies, on peut penser que l'encyclopédie n'est qu'une vaste compilation utile au progrès de la société, mais n'ayant pas les caractéristiques d'une œuvre philosophique à part entière. Ce travail titanesque aurait donc dû être laissé à d'infatigables compilateurs sans talent, comme, dit-on, le chevalier de Jaucourt, selon une approche elle-même réductrice, et non pas absorber la force de création d'un génie littéraire et philosophique comme Diderot, bien plus créatif, bien plus original, bien plus grand, en un mot, bien plus à sa place dans la confection de chefs-d'œuvre comme Jacques le Fataliste, Le Rêve de d'Alembert ou Le Neveu de Rameau. Plusieurs citations de Diderot lui-même peuvent d'ailleurs être interprétées dans ce sens. J'en ai mis une. Alors, attendez. Voilà. Donc celle-là, par exemple, j'arrive à Paris et me voilà forcé d'abandonner les mathématiques que j'aimais, Homère et Virgile que je portais toujours dans ma poche, le théâtre pour lequel j'avais du goût, trop heureux d'entreprendre l'encyclopédie, à laquelle j'aurais sacrifié 25 ans de ma vie. Selon cette approche, son travail encyclopédique est relégué à une tâche alimentaire qui le détourne de sa véritable vocation, et l'encyclopédie a une accumulation de savoir, neutre dans sa démarche gnoséologique, bien que fortement subversive dans ses contenus pour le XVIIIe siècle. Le problème de cette approche, qu'on pourrait qualifier de naïve, c'est qu'elle ne prend pas en compte ce qu'implique plus généralement toute encyclopédie sur le plan philosophique. Ce que je veux dire, c'est qu'une encyclopédie est, de façon inconsciente ou assumée, une théorie du savoir. En effet, dans la mesure où les espaces encyclopédiques partagent avec les systèmes philosophiques la question de la connaissance, l'encyclopédie peut être conçue comme l'expression, l'exposition, l'actualisation d'une, et même nous allons le voir, de plusieurs théories déterminées de la connaissance. Pour qu'une encyclopédie puisse exister, il s'agit d'abord de définir ce qu'est une connaissance, la manière dont une connaissance est liée au monde ou au réel qu'elle connaît, la façon dont elle s'enchaîne aux autres connaissances, et encore les procédés selon lesquels une connaissance doit être exposée. Toutes ces questions sont éminemment philosophiques et l'encyclopédie traduit, parfois explicitement, parfois en filigrane, l'importance de ces enjeux. Pour entrer dans ces problèmes de théorie de la connaissance, dans l'encyclopédie, moi, il m'a semblé judicieux d'y accéder en fait par le même point d'entrée que ses éditeurs, qui est la question de l'ordre. Donc, je vais montrer que l'encyclopédie n'a jamais été une simple succession rhapsodique d'articles présentés sous un ordre strictement alphabétique. L'ordre alphabétique est un premier principe d'ordre, mais auquel elle ne se résume pas. Elle met en place au moins deux autres principes d'ordre distincts sur le plan gnoséologique. Alors, est-ce qu'ils sont complémentaires, est-ce qu'ils sont contradictoires? Ce sera une question intéressante. Deux autres principes d'ordre donc. D'abord, l'ordre systématique du prospectus et du discours préliminaire, qui est celui des affiliations de chaque article par des désignants au système figuré des connaissances humaines ou arbre des connaissances. Cet ordre vise à la création d'un tout organisé, synthétique et cohérent, dans lequel chaque article est censé avoir une place déterminée. Ensuite, l'ordre que j'appellerais organique et souterrain, théorisé par Diderot dans l'article Encyclopédie de 1755, dans le 5e volume, donc 5 ans après l'écriture du discours préliminaire,
mis en place par des renvois entre articles. Donc, dans cette communication, je vais étudier l'encyclopédistique, j'emprunte cette expression à Novalis, qui est à l'œuvre dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, afin de mettre en lumière la tension philosophique importante au sein même de l'encyclopédie entre deux principes d'ordre, deux conceptions du savoir et de sa définition, entre deux théories de la connaissance. Bien au-delà de la froide classification systématique, je vais essayer de montrer la manière dont Diderot, par le biais d'une théorie originale des renvois, a pu faire en sorte que le contenu, bien sûr, mais aussi la structure de l'œuvre encyclopédique elle-même, permettent d'y insérer un mode de signification dynamique et organique, et donc de la rendre vivante. Enfin, je montrerai que l'enjeu ici n'est pas seulement gnoséologique, mais qu'à la question de l'organisation du savoir, et au fond intimement liée à elle, s'ajoute la question de la transmission du savoir, et donc du type d'instruction rendue possible par ce savoir. En ce sens, la question est donc aussi pédagogique et politique, puisque son enjeu, c'est celui de l'invention d'un mode de relation au savoir qui ne soit plus aliénant, mais au contraire libérateur, et en ceci conforme à l'idéal des Lumières. Pour Diderot, le mot encyclopédie, je le cite là, signifie enchaînement des connaissances ou cercle des connaissances, ronde science, disait Rabelais dans Pantagruel. En ce sens, elle doit donc rapprocher les découvertes et les ordonner entre elles. Ainsi, le savoir qui est compilé doit à la fois répondre au principe de totalité et au principe d'unité, afin de produire une sorte de clôture du savoir sur lui-même. C'est l'idéal classique de l'unité dans la variété, qui est aussi actif dans le domaine esthétique que dans celui de la connaissance. Ce travail d'organisation revient aux éditeurs de l'ouvrage, et c'est donc au départ un objectif très ambitieux que se donnent Diderot et d'Alembert. Il s'agit non seulement d'exposer l'ensemble des connaissances de leur temps, mais surtout d'en organiser les liens de manière à produire un ouvrage d'érudition circulaire. Cependant, il est au premier abord incontestable que pour qui parcourt l'encyclopédie, l'évidence est plutôt celle de la particularité et de la multiplicité des objets étudiés, mais aussi de la diversité des positions des 200 contributeurs, qui ne pensaient pas tous la même chose. Alors on parle de polyphonie. Il n'y a pas forcément de cohérence d'un article à l'autre, et ce qui a été dit à un endroit par un contributeur peut être contredit à un autre endroit par un autre. On sait aussi que Diderot a utilisé la métaphore de l'habit d'Arlequin pour désigner la dimension disparate de son encyclopédie. Le premier ordre apparent est seulement l'ordre alphabétique, comme pour un dictionnaire, l'encyclopédie est un dictionnaire raisonné. Or, pour les éditeurs, un dictionnaire est dans une certaine mesure capable de produire un discours continu auquel la présentation par ordre alphabétique ne constitue pas un obstacle indépassable, mais pour cela, il doit se fondre en une encyclopédie, ce qui implique l'adoption d'un système philosophique des connaissances. C'est ainsi que dans le sillage de Bacon et de Chambers, le discours préliminaire se clôture sur une explication détaillée du système des connaissances humaines, doublée d'une exposition figurée prenant la forme d'un tableau arborescent que vous voyez dans mon PowerPoint. Il permet, ce tableau, de spatialiser les connaissances et de leur assigner une place. Il y a vraiment un optimisme gnoséologique qui préside la construction de ce système. Il semble possible de faire apparaître une totalité cohérente dans le monde du savoir. L'arbre encyclopédique est construit à partir des 3 facultés de l'entendement que sont la mémoire, la raison et l'imagination, et un ensemble de disciplines portant respectivement le nom d'histoire, de philosophie ou science et de poésie correspond à chacune de ces facultés. Chaque ensemble se subdivise ensuite en sous-ensembles, histoire sacrée, histoire civile, histoire naturelle, sciences de l'homme, sciences de Dieu, sciences de la nature, etc. Et chaque sous-ensemble se décline à son tour en unités plus restreintes, et ainsi de suite. L'organisation hiérarchique de ce système forme une carte qui doit aider le lecteur à s'orienter dans l'ouvrage. Mais par quel outil indiquer cette place de chaque chose, de chaque article dans le système général? Sans cet outil, l'ordre alphabétique et l'ordre systématique, sans être forcément opposés ou contradictoires, semblent totalement indépendants l'un de l'autre. Donc il faut relier l'ordre alphabétique à l'ordre systématique. Les encyclopédistes utilisent pour cela une marque appelée désignant. Non seulement la marque doit indiquer l'appartenance d'un article à un domaine du savoir,
mais surtout, elle lui assigne sa place dans le système général des connaissances. Elle désigne sa position dans l'arbre. Grâce à cette indication, chaque article est alors situé par rapport à tous les autres dans le champ plus vaste d'un domaine ou d'une région du savoir. Région elle-même assignée à une position particulière sur la map monde, l'expression est de Diderot, ou carte générale des connaissances. On voit donc là que, avec les désignants, la mécanique d'organisation de l'encyclopédie semble assez bien huilée. Chaque article trouve sa place par le biais de son désignant dans un système figuré englobant toute la connaissance humaine qui chapeaute l'ensemble de l'ouvrage. Cette organisation générale du savoir permet de classer, de comparer, de hiérarchiser et donc de pallier les insuffisances de l'ordre alphabétique qui isolaient les articles les uns des autres. Or, aucune entreprise de classification du savoir humain ne peut être totalement neutre. Le système est l'expression d'une philosophie déterminée de la connaissance que je vais maintenant essayer d'approfondir. Alors, on l'a vu, le tronc de l'arbre des connaissances de Diderot et d'Alembert, c'est l'entendement humain, et sa division taxinomique se base sur ses trois principales facultés, les trois premières branches que sont la mémoire, la raison et l'imagination. La base de ce système n'est donc ni Dieu ni l'être, mais l'homme. Ce système avait, aux yeux des encyclopédistes, le grand avantage de faire définitivement descendre la philosophie du ciel sur la terre. En effet, si l'abandon d'un point de départ en Dieu n'implique pas l'abandon d'une volonté de totalisation rationnelle, cette totalisation n'est désormais possible qu'en partant d'un être qui peut être connu, c'est-à-dire de l'homme et non pas de Dieu. En ce sens, l'encyclopédie est l'exact opposé de la révélation théologique. Sa source est la seule nature humaine et ce qu'elle peut apprendre d'elle-même par ses seules facultés rationnelles. Puisque le système du savoir ne peut pas totalement s'appuyer ni sur Dieu ni sur l'être objectif du monde, les encyclopédistes renoncent en même temps à sa validité absolue. Sans abandonner l'idée de système et donc de totalité, ils abandonnent l'idée d'une totalité inconditionnée. Le monde n'est pas un enchaînement logique, parfaitement appréhendable par les lois de la rationalité humaine, mais un labyrinthe qui dépasse la puissance de cette rationalité et dans lequel elle doit forger une carte à sa mesure, dépendante de ses facultés, qui sera donc le système des connaissances, pour s'orienter face au monde sans pour autant prétendre en faire le tour. Pour forger cette carte, Diderot et d'Alembert se tournent vers l'empirisme à la mode à cette époque, hérité de Locke et fortement inspiré par Condillac, proposant une généalogie de la connaissance dans la sensation, et que d'Alembert se charge d'exposer dans le discours préliminaire en précisant les relations complexes entre l'ordre systématique de l'encyclopédie et l'ordre empiriste généalogique d'apparition des connaissances. Les encyclopédistes font cependant face à un problème d'envergure. J'ai dit qu'en basant leur système sur l'homme, ils tentaient de donner à leur démarche une certaine humilité en assumant la finitude du savoir humain et en lui refusant le savoir omniscient et total sur le monde que seul Dieu était capable de produire. Mais se détachant du point de vue divin, ils n'ont pas abandonné l'idée d'une totalisation, même arbitraire, de la connaissance. En un sens donc, l'homme de l'encyclopédie reste, comme dit Jacques Proust, un avatar profane de l'idée de Dieu que l'on prétendait pourtant mettre entre parenthèses. Bien que d'Alembert admette qu'il soit extrêmement difficile, je le cite, de renfermer en un système qui soit un les branches infiniment variées de la science humaine, tout se passe comme si le modèle gnoséologique, passant d'une connaissance transcendante à une connaissance immanente, avait néanmoins conservé les présupposés méthodologiques de l'ancienne métaphysique et ne l'avait donc pas dépassé en profondeur. De cette difficulté résulte une sorte de trouble dans le statut même que les éditeurs accordent à la totalité qu'ils construisent. En fait, les encyclopédistes étaient totalement conscients des problèmes posés par ce système de la connaissance en général et sa division en trois facultés autonomes, et ils ont eu peu de scrupules à travailler en dehors de ce cadre totalisant. Alors, on omettait le désignant, il y a plein d'articles qui n'ont pas de désignant, on utilisait des désignants qui n'existaient pas dans le système général, on utilisait le désignant comme un simple élément de définition du mot. En gros, on ignore le système figuré assez superbement. Il ne faut donc pas surestimer la confiance que les encyclopédistes accordaient à leur système des connaissances. Les limites gnoséologiques de leur arbre ont été bien reconnues dès le départ par les éditeurs eux-mêmes. Celui-ci
n'est pas l'exposition rigide d'une grille indépassable, mais seulement un programme de recherche qui est plutôt le fruit d'éditeurs pressés de justifier l'ordre encyclopédique pour lancer le projet qu'un carcan pour l'ensemble de l'ouvrage. Chacun des éditeurs a disposé d'un espace dans le tome 5 pour approfondir sa propre position gnoséologique en face du projet encyclopédique. Grâce à la distance et au recul de l'expérience produite par 5 années de travail, chacun y propose, dans un style qui lui est propre, des révisions théoriques de la notion même d'encyclopédie. D'Alembert dans l'article « Éléments des sciences » et Diderot par l'article « Encyclopédie ». Alors Diderot, il est à ce moment-là en pleine réflexion sur la connaissance. Il a publié il n'y a pas très longtemps « Les pensées sur l'interprétation de la nature ». Et c'est également dans ce volume, dans le 5e volume, qu'on trouve le très important article éclectique qui entretient des liens étroits avec sa théorie des renvois exposée dans l'article Encyclopédie. On pourrait dire que la théorie des renvois est une sorte d'application dans l'encyclopédie des principes de sa philosophie éclectique. Alors j'ai dit que les désignants, ça n'avait pas super bien marché, en gros. Les renvois, quant à eux, ils ont été beaucoup utilisés au cours de la rédaction. 59 615 articles en tout sont visés par les renvois. Alors, mais qu'est-ce que c'est qu'un renvoi, finalement? Alors, un renvoi, c'est tout simplement un outil de relation d'un article avec un autre permettant d'approfondir la définition donnée par un article, dans un article, par son articulation avec d'autres articles donnés. Donc, par exemple, l'article homme renvoie à l'article âme lui-même renvoie à l'article immatérialisme, etc. Je vais montrer que le renvoi dans l'encyclopédie, ce n'est pas une simple référence explicative, mais qu'il est un moyen particulier pour, au fond, mettre la pensée en marche, pour faire du savoir humain un continuum. Donc, ce que je veux affirmer d'emblée avec force, c'est très important, c'est que la question des renvois, elle est loin d'être secondaire dans l'encyclopédie. Bien au contraire, les renvois sont, selon Diderot, ce qui fait toute la différence entre un traité scientifique et une œuvre encyclopédique. Ils sont, je cite Diderot, ils sont la partie de l'ordre encyclopédique la plus importante, car, et ça on l'oublie un peu souvent, ce n'est pas le contenu des articles en lui-même, mais les renvois qui, selon Diderot, permettront de changer la façon commune de penser. Donc cette célèbre formule, changer la façon commune de penser, c'est dans le passage sur les renvois de l'article encyclopédique qu'on le trouve. Les renvois par lesquels l'ouvrage encyclopédique, je cite toujours Diderot, reçoit une force interne et une utilité secrète, sont seuls à pouvoir produire cet avantage infini de le rendre excellent. Sans eux, dit Diderot, il sera mauvais. Donc on peut difficilement être plus clair sur l'importance fondamentale des renvois. En ce sens, il faut bien comprendre que les renvois ne servent pas simplement à contourner la censure par un dispositif rusé, malicieux et ironique, comme on le dit souvent. Renvoyer, par exemple, c'est l'exemple qu'on prend toujours, de l'article Eucharistie à l'article Anthropophage. On parle, c'est vrai, souvent d'un air entendu du fameux système des renvois, dont Diderot aurait imprudemment dévoilé lui-même le principe dans l'encyclopédie. Il serait en quelque sorte l'arme fatale de cette grande machine de guerre. Cette approche est non seulement erronée, c'est une légende, c'est un mythe persistant, il y a un très bon article de Marie Leca sur le sujet, mais surtout, elle masque la véritable utilité des renvois, qui est que, bien qu'ils ne forment pas à proprement parler un système, et qu'ils ne soient pas si fameux qu'on veut l'entendre, ils constituent un principe d'organisation original dans l'œuvre encyclopédique. Dès lors, compte tenu de l'importance que Diderot leur accorde, un questionnement sur leur mode de fonctionnement et surtout sur le type d'ordre qu'ils produisent semble fondamental pour comprendre en profondeur la logique d'organisation de l'encyclopédie telle que Diderot la rêvait et ainsi utiliser les textes de la meilleure manière possible. Dans le projet initial, les renvois permettent de pallier, dans une certaine mesure, les problèmes que pose le principe de taxinomie. Donc, en liant les articles, en liant les connaissances, ils luttent contre les idées d'individualité et de classification stricte que le système apporte nécessairement dans sa nature même. Ainsi, ils ajoutent simplement une touche d'esprit de finesse dans l'esprit de géométrie qui préside néanmoins au cadre organisationnel de l'ouvrage.
L'arbre de la connaissance reste, dans le projet initial, la partie la plus importante de l'ordre encyclopédique, mais les renvois permettent d'y naviguer d'une façon moins rigide que les désignants. Leur statut est dès le départ assez ambigu. Bien que le système figuré reste leur socle indispensable, ils peuvent s'en affranchir dans une certaine mesure pour y insuffler leur logique propre. Les renvois ouvrent une brèche dans le système sans pour autant pousser assez profondément leurs principes pour le remettre en question de façon radicale. On va voir que c'est dans cette brèche, ouverte par les renvois donc, que Diderot va entrer pour renverser totalement l'ordre systématique, dans la mesure où, comme l'explique Jacques Proust toujours, Diderot, je le cite, a conçu, chemin faisant, l'impossibilité même de l'encyclopédie, c'est-à-dire d'un certain ordre de la pensée et du discours. Il savait que le socle archéologique sur lequel elle était fondée menaçait ruine et que le bel ordre du bâtiment n'était qu'une utopie. Dans l'article Encyclopédie, Diderot consacre un long passage à la reprise de la théorie des renvois et en précise la nature en les distinguant selon 4 types différents. Donc les renvois de mots, les renvois de choses, les renvois de l'homme de génie et les renvois épigrammatiques. C'est des distinctions sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'attarder ici. Ce qui m'importe surtout, c'est qu'avec cet article, les renvois permettent une sorte d'implosion, je dirais, du système des connaissances. En permettant des rebonds, des échos, des ricochets entre les articles, il laisse s'épanouir la foisonnante richesse de la connaissance sans prétendre en faire le tour. Les renvois offrent aux articles la possibilité de s'expliquer réciproquement, de se chevaucher les uns les autres, dépassant ainsi les questions de hiérarchie et d'antériorité. Surtout, l'espace de présentation de la connaissance ne peut plus être linéaire et se limiter à la dimension offerte par un seul point de vue qui serait celui du système, mais devient un espace pluridimensionnel qui multiplie les points de vue et facilite les circulations. Comme l'explique Jacques Proust, cette critique de l'ordre encyclopédique initial s'appuie sur une remise en cause de la notion même d'objet et de sujet. Par la nouvelle gnoséologie des renvois et la nouvelle conception de la rationalité qu'ils apportent, l'encyclopédiste ne peut plus se situer par rapport à la connaissance comme un pur sujet en face de son objet, le constituant selon des principes extérieurs. Le lecteur est pris dans un réseau mobile et complexe de relations dont il fait lui-même partie intégrante. Sa position n'est pas celle d'un homme abstrait, capable d'objectiver à la fois son environnement et le savoir qui lui donne accès aux choses extérieures et à lui-même, mais celle d'un homme concret, situé et incorporé, intimement investi dans le mode de connaissance qu'il met en place. Le système des connaissances se basait sur une pensée de survol et sur l'illusion de possibilité d'une maîtrise surplombante de la matière traitée. Les renvois permettent au contraire d'insuffler une vitalité à l'intérieur de l'œuvre. Ils offrent la possibilité de faire entrer l'homme à l'intérieur du processus du savoir, de le mettre en mouvement à partir de lui et de produire la signification par cette opération dynamique. Le spectacle du savoir ne peut ainsi jamais être pure représentation pour un point de vue abstrait. Diderot rompt ainsi avec cette approche classique dont l'image du savoir était restée celle de l'unité dans la variété, pour s'enfoncer dans la variété sans rechercher a priori de totalité unificatrice. Si ce dépassement a déjà été remarqué pour les textes les plus tardifs de Diderot, je trouve qu'il est intéressant de le voir à l'œuvre au sein même de l'encyclopédie, qui pourrait pourtant sembler être l'entreprise classique de totalisation rationnelle par excellence. Aucun grand principe de construction, même l'homme, ne peut plus donner d'unité générale. Penser, pour l'homme, ce n'est plus produire une unité rationnelle, mais plutôt opérer une sorte de tissage, la métaphore est importante dans toute l'œuvre de Diderot, tissage par des rapports proches ou lointains d'une infinité de sortes. Or, ces rapports se matérialisent dans l'encyclopédie par le principe des renvois qui appelle l'interprétation. Le tissu est donc à la fois l'image d'un processus cognitif et celle de l'organisation même de l'encyclopédie. Enfin, les renvois produisent un entraînement, une émulation. En créant un nouveau rapport à la connaissance, ils créent aussi un nouveau mode de diffusion de la connaissance. Les renvois appellent, je l'ai dit, une opération d'assemblage, de tissage, et donc une pensée en acte.
Il n'y a plus un réseau, mais des réseaux construits selon les parcours divers suggérés par les différents contributeurs et suivis individuellement, chacun à sa manière et en tissant ses propres relations par le lecteur. Par les renvois, Diderot s'intéresse en fait finalement plus au processus de la pensée qu'à son ordre. Si une organisation latente à la fois génère la pensée et en découle, celle-ci n'est pas sa préoccupation première. L'organisation viendra dans l'opération, dans l'acte même de la mise en relation qui fait toute pensée authentique. L'important, c'est de mettre la pensée en marche dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, le lecteur, cherchant dans un article une mise au point sur une question, est provoqué par le texte même à développer une pensée libre et authentique par le cheminement qu'il choisit de suivre. Le lecteur, naviguant dans les méandres de l'encyclopédie, invente à chaque parcours de nouveaux réseaux par le jeu des interactions entre articles qu'il met en place. C'est donc une encyclopédie en éclats qui apparaît derrière le principe des renvois, où d'infinies connexions permettent de réinventer à chaque voyage, en quelque sorte, de nouvelles encyclopédies. L'encyclopédie déploie alors l'espace des rencontres les plus diverses et les plus étonnantes entre objets et entre domaines du savoir. Elle provoque des relations imprévues et inattendues, tout en permettant au lecteur de remettre en question les préjugés propres à chaque article pris individuellement par sa relativité aux autres articles où d'autres opinions sont exposées. Faisant ainsi de sa polyphonie une force, elle offre au lecteur un moyen méthodique pour développer une pensée personnelle et autonome, pour penser par lui-même. C'est au milieu des différents styles, des différents avis, des différentes positions, dans leur interaction et en profitant de cette diversité, qu'une pensée authentique peut se construire. Enfin libéré des cartes et des parcours balisés, le lecteur, actif et créatif, produit son propre rapport au texte, où toutes les directions et tous les trajets sont permis. Il ne fait pas que recevoir passivement de l'information. L'encyclopédie, comme la recherche du savoir elle-même, redevient alors l'aventure d'une exploration. J'insiste sur ce point et je finirai là-dessus parce qu'à mon avis, l'enjeu est vraiment fondamental. On sait que Kant, c'est une chose très connue, mais dans Qu'est-ce que les Lumières, définit l'idéal des Lumières par le sapere aude, ose penser par toi-même, et par la sortie de l'état d'hétéronomie, donc de soumission à une autorité extérieure, pour atteindre l'état d'autonomie, de se donner à soi-même sa propre loi. Penser par soi-même, au fond. Mais penser par soi-même, évidemment, ça ne veut pas dire penser seul. On ne pense jamais seul. On pense toujours dans une culture, dans un milieu social. On pense toujours au milieu des autres, au fond, par les autres, en quelque sorte, et aussi dans un langage qui sédimente de la signification, qui sédimente des manières de penser. Donc, on pense jamais seul. On pense toujours au milieu des autres, on pourrait dire, mais penser par soi-même, ça veut dire avoir un regard critique sur ce que l'on pense, sur ce que les autres ont mis en nous, qui, sans ce regard critique, restent des préjugés et en ce sens nous aliènent. Penser par soi-même, c'est traquer en soi toute marque d'extériorité non réflexivement étudiée et réappropriée. Or, la démarche intellectuelle qui consiste à aller chercher une information dans l'encyclopédie, puis à se soumettre à la parole du contributeur, ça, c'est pas penser par soi-même, c'est penser par un autre. Surtout, cela ne mène qu'à une sorte de bêtise savante, un peu comme l'autodidacte dans La nausée de Sartre, qui lit toute la bibliothèque dans l'ordre alphabétique. L'objectif, pour Diderot, ce n'est pas de remplacer une autorité scolastique et religieuse par une autre autorité, l'autorité encyclopédique. L'objectif, c'est de libérer les êtres humains de toute autorité et de les encourager à penser par eux-mêmes. Tout l'enjeu, c'est d'éviter d'exposer une forme de savoir qui, pour reprendre une expression de Rousseau dans le premier discours, étende des guirlandes de fleurs sur des chaînes de fer. Diderot est très attentif à ces questions dès l'article Apprendre, où il distingue bien l'apprentissage de l'instruction. Il dit qu'on apprend d'un maître, mais on s'instruit par soi-même. On apprend en écoutant, on s'instruit en interrogeant. Grâce au renvoi, il a donc introduit au cœur même de l'encyclopédie un principe de décalage, de relativisation, d'interrogation de ses propres articles, de ses propres contenus, qui est en même temps un principe de mise en mouvement de toute pensée véritable et autonome, qui passe par l'altérité, mais se construit dans le dialogue entre les positions et non dans la soumission à une parole donnée. Voilà, merci, je finirai là-dessus.
Giuseppe, je ne sais pas si tu veux prendre la parole pour me poser les questions. Voilà, on peut faire comme ça, oui. Comment j'enlève la porte? J'attends des questions. Est-ce que je peux poser une question encore une fois de vive voix? Bien évidemment, François. Oui, oui, comme ça plus simple. Merci beaucoup. J'ai une question un petit peu transversale du point de vue de la notion de système. Tu as montré en quoi le système, à la fois sous forme d'arbre et sous forme de structure conceptuelle, était à la fois maintenu et distingué de l'esprit systématique, du système des philosophies du XVIIe siècle pour aller vite. Est-ce que il faut du coup maintenir que l'encyclopédie a un système? C'est une question que je pose, hein, je n'ai pas de réponse et j'en suggère pas ici, parce que on pourrait se demander s'il n'y a pas dans l'idée de système un certain nombre de limites et que on pourrait peut-être plutôt parler, comme certains l'ont fait, d'une arborescence ou d'un ordre. Paradoxalement, l'ordre pourrait être ici plus souple que le système si c'est l'ordre des savoirs, comme dit Diderot. Alors, est-ce que tu voudrais maintenir une fécondité de l'idée de système pour penser l'encyclopédie? Quelle serait entre guillemets, ta position à ce sujet? Bah, alors, est-ce que l'encyclopédie a un système? Alors, de fait, elle en a un, puisque à la fin qui est exposé très clairement, à la fois sous forme figurée et à la fois directement à l'écrit dans l'article, euh, dès le prospectus et puis dans le discours préliminaire. Par contre, et c'est aussi un petit peu ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui, à mon avis, elle en a un, c'est ça, pour lancer le projet de façon théorique, il faut faire une encyclopédie, donc il faut essayer de trouver une manière de totaliser de façon assez circulaire le savoir qu'on va présenter. Et donc, on bricole, on pourrait vraiment dire ça comme ça, on bricole à partir de Bacon, en reprenant aussi des éléments de Chambers, le système des connaissances. Après, effectivement, donc ça c'est au départ. Après, pour nous aujourd'hui, quand on lit l'encyclopédie, c'est beaucoup moins clair parce que d'abord, comme je le disais, les contributeurs n'ont pas travaillé dans le cadre de système, au fond, et parce que les éditeurs ont, au fur et à mesure, en prenant aussi en compte, ils étaient conscients hein, des insuffisances du système initial, mais aussi en prenant en compte de façon très pratique et concrète le fait que les contributeurs ne l'utilisaient pas, ont vraiment réfléchi à d'autres principes d'ordre, à organiser l'encyclopédie autrement. Et donc, je n'ai pas vraiment de réponse. C'est-à-dire, à la fois, il y a un système, et en même temps, je pense qu'au fond, il a été très peu actif. Et dès l'époque, et encore pour aujourd'hui. Voilà, je dirais ça comme ça. Il y a encore une question de Stéphane Lochkin qui va dans la même direction. Je la lis. Le système général des connaissances humaines vient de Bacon. Il y a donc une fonction d'autorité et ne doit peut-être pas être compris comme le vrai système pratiqué par le directeur de l'encyclopédie. Comment penser, mesurer cette différence? Est-ce par les renvois? Faut-il renoncer complètement à l'idée des systèmes? C'est un peu dans le même Oui. sens que la remarque de François Pépin. Oui, oui, oui. Ben, c'est une question, à mon avis, qui est assez compliquée. Alors moi, ma position, c'est de dire qu'au fond, Diderot, prenant en compte les insuffisances générales du système, s'en est soucié de moins en moins, je veux dire, même dans les textes théoriques, même dans l'article encyclopédie, et bien sûr, il en parle du système, mais moi, c'est en tout cas ma théorie, il va vraiment développer sa théorie des renvois, euh, contre le système initial pour dépasser toutes ces insuffisances. Après, il reste quand même dans l'article encyclopédie, les renvois continuent
d'être en lien avec le système. Donc, c'est pas si simple de séparer les deux. Ce qui est certain, c'est qu'au tout début, dans le prospectus et dans le discours, les renvois ne sont qu'une sorte d'ajout au système, ne sont qu'un principe qui reste en tout cas dans le cadre du système général de la connaissance. Moi, je pense qu'il y a une sorte d'autonomisation progressive du principe des renvois. Mais voilà, c'est ma position et en tout cas, elle est à mon avis contestable par les textes eux-mêmes parce que dans l'article encyclopédie, Diderot réexpose une fois encore les principes du système des connaissances, etc. Je te pose moi-même une question, mais parce que tu sais bien que le système Oui. qui me tient à cœur. Peut-être on pourrait penser l'encyclopédie comme un passage d'ailleurs comment dirais-je, crucial pour le XVIIIe siècle, de l'organisation à l'organisme, c'est-à-dire on pourrait penser qu'on passe d'un système organisation un peu fermé à un système organique à travers le système de renvoi. Tout à On fait. peut adopter cette métaphore pour comprendre comment l'encyclopédie représente peut-être un changement de l'idée même des systèmes. Plutôt qu'avoir les schémas a priori qui ensuite s'appliquent à l'arborescence des connaissances, aussi des connaissances qui sont en progrès, sont en train de se faire à travers les systèmes de renvoi. Mais les renvois font système, même si ce système n'est pas toujours très lisible dans sa totalité. Oui, 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 tout à fait. Je donne aussi une précision. C'est alors bon, il faut se méfier toujours quand on parle de la modernité de Diderot, etc. Mais c'est vrai que cette question des renvois est aussi fondamentale aujourd'hui parce que c'est vrai que ce soit quand on va lire l'encyclopédie, c'est assez rare de se reporter au système des connaissances pour voir où était l'article. Bon, il est un petit peu dépassé dans le sens du système des connaissances. Par contre, les renvois, pas du tout. Les renvois, quand on va lire l'encyclopédie, en général, si on veut faire une analyse précise d'un article, on va suivre les renvois, etc. C'est aussi le cas de la manière dont fonctionne une encyclopédie aujourd'hui. Je veux dire, Wikipédia, il n'y a pas de grand système général de la connaissance. Par contre, il y a un certain nombre d'hyperliens, ça s'appelle de liens, dont les renvois sont l'ancêtre, finalement, ce qu'on pourrait dire. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait, Diderot accorde, je l'ai montré, une importance capitale au principe des renvois. Il dit que c'est la partie de l'ordre encyclopédique la plus importante, mais de fait, les moyens techniques de son époque ne permettaient pas d'utiliser vraiment cet outil. C'était très compliqué, il faut se rendre compte, la manipulation des in-folios, ça veut dire il fallait posséder toute l'encyclopédie, il fallait ouvrir les différents tomes où étaient renvoyées les choses. C'était très compliqué pour avoir tous les textes sous les yeux. Aujourd'hui, notamment avec les éditions numériques comme l'encre, en un clic, on parvient à avoir à la fois l'article original et l'article auquel est renvoyé, et donc, on peut vraiment, grâce aux moyens techniques aujourd'hui, utiliser ce principe diderotien, ce qui fait toute la modernité en un sens de son principe. Et il y a eu un article qui s'appelle Sommes-nous les premiers lecteurs de l'encyclopédie? C'est vrai que la question des renvois a aussi cet intérêt, quoi. Elle a cet intérêt pour l'histoire de la philosophie, mais elle a aussi cet intérêt pour l'utilisation concrète qu'on peut faire de l'encyclopédie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a deux questions encore. Je les prends tous les deux. C'est Philippe Katz qui je pose cette question. C'est uniquement les éditeurs qui décidaient du choix des renvois? Alors non, non, les contributeurs indiquaient eux-mêmes les renvois qu'ils voulaient mettre dans leur article. Par contre, bien sûr, comme Diderot de toute façon relisait tout, il pouvait lui aussi ajouter des renvois, évidemment synchronisés quand le contributeur avait par exemple choisi de renvoyer un article qui n'existait pas ou des choses comme ça. Enfin, il y a eu tout un tas de soucis techniques, mais c'était un peu les deux. C'est-à-dire Diderot on a fait beaucoup des renvois, on a ajouté très certainement aux articles qu'on lui envoyait, mais les contributeurs eux-mêmes renvoyaient d'ailleurs souvent à leurs propres articles. Dernière question, c'est de Shun Spino.
Pour penser par soi-même, il faudrait intérioriser l'altérité et relativiser les soi qui pensent. Pour que la pensée marche, il est nécessaire d'abord de faire entrer une division, un point de vue et un autre qui les critique, dans la connaissance. Est-ce que l'on pense que les renvois dans un article signifient également cette altérité intériorisée de la pensée? Moi, je dirais que oui, que en tout cas, le renvoi, c'est finalement une invitation à passer par la pensée de l'autre, par ce qu'a dit l'autre, mais de façon tout de suite critique, tout de suite relative. C'est justement ça qui fait l'intérêt, c'est que comme de toute façon, les articles entre eux ne sont pas tous cohérents, c'est dans le processus de confrontation entre les différents points de vue, entre les différentes positions, que le lecteur va pouvoir construire finalement sa position personnelle. Donc voilà, c'est une manière, le renvoi, de passer par l'autre, mais dans une position qui est tout de suite critique. Voilà, c'est ça que je voulais montrer.